Donc ouais, merci pour l'invitation. Et bon, on va pas parler de PHP aujourd'hui. Quand Kevin m'a contacté, je sais plus, c'était au début de l'année, un truc comme ça, en me proposant de faire un talk. À ce moment-là, j'étais en train de découvrir Elixir. Et puis je me suis dit que c'était peut-être une super bonne idée d'introduire aussi un autre langage. Donc, personnellement, j'ai beaucoup appris en essayant de parler d'autres langages. Et ça faisait sens. En préparant les slides qui vont suivre, je me suis dit que c'était la prochaine fois que je fais une conf, je vais choisir un sujet un tout petit peu plus limité. Un langage de programmation plus un framework à présenter en 45 minutes, ça fait une bonne masse de choses. Donc la présentation n'est pas progressive, elle va être un peu décousue. Je présente des trucs qui m'ont plu dans le langage, je saute complètement par-dessus d'autres parties parce que voilà, vous n'avez pas toute la nuit, il y a des bières après et j'ai pas envie de vous prendre toute la soirée. Donc voilà, je m'appelle Dominique, je suis le cofondateur de Titri et de Medialit TV. On fait du développement web et des projets de streaming en ligne. Il y a longtemps que les langages fonctionnels m'intéressent, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps d'explorer. Il y a 2 ans, j'ai suivi un MOOC sur OCaml, qui est un langage fonctionnel de la famille ML, un peu la même famille que Haskell. Le MOOC était organisé par l'Institut français de recherche, qui sont à la base d'OCaml, qui maintiennent le langage. C'était un MOOC super intéressant, j'ai pris une monstre claque en mathématiques, parce que tous les exercices étaient assez mathématiques appliquées, transformation de liste, etc. Donc c'était assez drôle et déplorable de me dire que j'ai complètement oublié mes cours de maths ces 20 dernières années. Mais du moins, c'était une bonne introduction. Comme je le dis, j'aime bien le polyglottage. Je produis et je bosse principalement avec du PHP et du JS, je fais du web, donc c'est plus ou moins mon pain quotidien. Mais j'ai des side projects où j'ai fait d'autres projets sur d'autres langages assez régulièrement. Et ça, c'est une liste un peu non exhaustive de ce que j'aime bien faire régulièrement. Ah, vous avez vu qu'il y a C au tout début. Là. Et ceux qui n'ont jamais fait de C, franchement, c'est vachement bien. Même si faites pas un projet sérieux en C, parce que ça demande un peu d'expérience, mais je trouvais que pour moi, c'est le langage qui m'a fait comprendre comment les machines fonctionnent. Vous êtes tellement proche de la machine, vous êtes ok, c'est moi qui gère ma mémoire, c'est moi qui libère mes trucs, etc. Ça permet de développer pas mal de réflexes assez intéressants sur d'autres langages, donc c'est cool d'avoir un peu de diversité. Vous êtes au Banana Campus, c'est un espèce de coworking, on a nos bureaux ici depuis 2 ans maintenant. Si vous cherchez des bureaux, des places, il y a des pistes libres. Donc pourquoi Elixir ? Pour pas mal de raisons. Et la première, c'était ça. Je fais 5 mois de mock, c'était super, j'en ai pris plein la tronche, j'ai appris plein de trucs. Mais globalement, OCaml, pour faire du web, c'est franchement pas le tools parfait. Il n'y a pas vraiment de framework, il y a quelques essais de framework, mais qui sont super peu actifs, et c'est définitivement pas l'industrie qui est targetée par OCaml. Ils sont sur des choses beaucoup plus low level et académiques. J'aime bien ce quote. Devin Torres, c'est un développeur, un mainteneur de pas mal de packages, Elixir et Erlang. Et je trouve que son résumé est assez cool. Globalement, le créateur d'Elixir est l'un des fondateurs de Ruby on Rails. Donc il y a pas mal de syntaxe qui est inspirée de Ruby, mais c'est pas que du fonctionnel à la Ruby-like. C'est aussi Angus qui aime bien mélanger les langages, prendre des bons trucs à gauche, à droite. C'est inspiré de beaucoup de choses de Clojure. Et... Hop, pardon. Hop là. Et le prochain quote, c'est franchement mon favori. Joe Armstrong, c'est le créateur d'Erlang. Et Erlang, c'est un langage de programmation qui a été développé par Ericsson il y a une 30aine d'années. Et globalement, c'est ce qui fait tourner Elixir. Elixir, c'est une syntaxe, un compilateur, mais globalement, ça utilise la machine virtuelle d'Erlang. Et j'aime bien son quote. Globalement, moi, j'en ai pas grand-chose à secouer que mon code tourne anywhere, parce qu'il va tourner à une seule place, globalement. Mais par contre, s'il peut tourner forever, c'est super cool.
comparé à mon expérience avec OCaml et un tout petit peu avec Haskell, la courbe d'apprentissage d'Elixir, elle est royale, mais vraiment royale. La documentation, elle est mythique. Il y a des guides d'intro, c'est hyper progressif, c'est vachement bien expliqué. C'est une communauté qui est vachement orientée autour de la documentation, comme vous le verrez un petit peu plus tard. Et comparé à Haskell, où la communauté est des fois un peu... Donc genre, t'es trop nul, tu comprends rien du tout, tu sais pas faire du point free, ou des trucs comme ça. Et là, je demandais juste une petite question. C'est vraiment un langage assez agréable à approcher. Il est immutable. Donc c'est-à-dire, si vous modifiez une structure, vous ne recevez pas la structure modifiée, mais vous recevez une nouvelle structure avec la modification que vous avez appliquée. C'est des choses qu'on commence un peu à utiliser en JS ou des choses comme ça, mais globalement, on a besoin d'immutable JS pour faker cette immutabilité. Là, elle est de base. Par contre, c'est une immutabilité, je ne savais pas comment légère. Donc, vous pouvez assigner A égale hello, et vous pouvez aussi assigner, ensuite, vous pouvez assigner A égale foo. Et il ne va pas vous protéger votre variable qui ne va plus pouvoir être changée. C'est juste la structure qui est immutable. Ce n'est pas la variable qui est comme une constante, comme ça peut être, par exemple, en OCaml, où vous n'avez pas le droit de réassigner une variable qui a déjà été assignée. Functional. Ça, c'est de la syntaxe de base de Elixir pour une petite définition de fonction. Ils ont cette version longue et la version courte. Ils ont une version encore plus courte que j'introduirai plus tard. Alors, il y a le truc très Ruby style, le do-end, qu'on retrouve partout pour définir les blocs de code. La fonction... pardon. Tchouk. Mais ils ont une fonction hyper courte. Si vous voulez définir une fonction, une lambda, vous avez cette syntaxe un peu absurde. Ça fait quand même une chier de caractères pour pas grand-chose. Vous voulez juste additionner A avec B. Vous pouvez le faire comme la première version avec les éperluettes, qui permettent juste de dire, OK, ça va être une fonction, le premier argument, il s'additionne avec le deuxième argument. Quand vous bossez avec du MapReduce, par exemple, ça va faire du code qui est hyper compact. Il n'y a pas 52 do-ends dans la ligne, ça fait un truc assez facile à lire. Et comme on retrouve aussi ça en OCaml ou Haskell, personnellement, je trouve que ça fait du code qui est vachement plus simple à lire. La syntaxe, elle peut piquer les yeux au début, mais globalement, il y a beaucoup de choses qui disparaissent et on se concentre sur l'essentiel. On voit le pass de transformation des valeurs qu'on pousse dans le code. Ça, c'est du function hell. C'est super cool les fonctions, mais quand vous faites 5, appelle 5, appelle 5, appelle 5, appelle 5, vous faites en PHP ou en plein d'autres langages, globalement, c'est illisible. C'est juste totalement illisible. Ça marche avec 2, ça marche avec 3. À 5, ça commence à faire mal à la tête. Si vous en avez 10 les unes derrière les autres, c'est juste pas possible. Il vous faut 20 minutes pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est appelé en premier. Et globalement, vous faites toutes les choses à l'envers. C'est ça qui va dans ça, mais après ça, puis celle-là, elle va là, mais ça se finit pas ici. Bref, c'est pas gérable. J'utilise les pipes, assez proches du pipe Unix. Globalement, vous avez une valeur qui est pipée, et elle sera toujours pipée comme premier argument de la fonction. Et là aussi, ça fait un code où vous voyez les données se promener dans votre code. OK, j'ai ça comme données, ça passe dans un map, j'ai cette fonction qui va s'appliquer, et après je fais un filtre. Un peu comme pour Go, les fonctions sont stockées dans des modules. Les modules, c'est des classes sans le problème des classes. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de surcharge. C'est une vraie black box. Vous définissez les fonctions publiques, c'est les seules qui peuvent être accédées, il n'y a personne d'autre dans l'application qui va pouvoir changer quoi que ce soit dans votre implémentation. Je ne sais pas si je vais faire un exemple en dessous. Non. Def, c'est pour définir une fonction qui va être publique, et dfp, ce sera une fonction qui sera privée pour votre module. Un autre truc qui me paraissait totalement exotique quand j'ai commencé à bosser à tester OCaml, c'est le pattern matching.
Ceux qui font du ESJS en ES6, 7, on peut commencer à récupérer quelques variables dans un objet avec les accolades ou des choses comme ça. C'est ça, mais franchement, sous stéroïdes. On va pouvoir faire vraiment valider qu'une structure respecte ce qu'on attend comme structure et récupérer les bonnes valeurs pour après pouvoir bosser avec. Ça permet de faire des choses assez intéressantes. En Java, par exemple, vous pouvez avoir le même nom de fonction, mais selon sa signature, vous pouvez avoir différentes fonctions. Là, on va plus loin. Globalement, ça, c'est une fonction qui accepte un argument. Mais ici, je fais du pattern matching. Ce que je veux, c'est un tuple. Globalement, c'est une espèce de liste. Je veux qu'elle commence par la constante h, et je récupère la deuxième valeur, et j'exécute cette valeur. Et ici, je veux qu'elle commence par Starsky, je récupère de what et j'exécute. Si je balance ce code, c'est celle-là qui s'exécute. Si je balance quelque chose qui n'est pas Starsky ou Hatch, le code va me donner une exception, comme quoi j'ai pas de fonctions qui peuvent être exécutées avec cette structure-là. Ça paraît... Au début, je me disais, putain, c'est hyper nerd comme truc, quoi. Bah, ça, c'est du pattern matching assez simple. Il faudrait faire des trucs beaucoup plus compliqués. Mais ce qui est cool, c'est qu'en définissant la signature de votre fonction, vous définissez exactement quelle structure de données votre application elle accepte. Si par hasard, il y a, je sais pas, le newbie de la boîte ou votre collègue qui commit un truc puis qui invente une nouvelle structure, elle va lui péter à la gueule parce qu'il n'y a aucune fonction qui va accepter cette structure parce qu'elle ne correspond pas au pattern matching que vous avez fait. Donc ça paraît un peu geeky comme ça, mais c'est vachement safe de se dire que la signature de la méthode définit ce qui est autorisé ou non. Au début de ma fonction, je ne vais pas avoir 8 lignes de if pour tester si ma structure elle commence par Starsky, est-ce que c'est Hutch, est-ce que je dois démarrer une exception ou pas. C'est juste la signature qui va me définir ce que j'ai le droit de pousser dedans. Ça permet de faire des choses extrêmement jolies, comme ça. En fonctionnel, la récursivité, c'est à peu près la clé du succès. Plein de choses utilisent la récursivité. Et là, je peux définir le factoriel de n'importe quel nombre en définissant deux fonctions. Une fonction, une qui accepte 0. Si c'est 0, elle me retourne 1. Si c'est pas 0, elle me réexécute le truc en enlevant 1 à n. J'ai aucun if de contrôle, aucun check si j'ai pas un do if 0, do machin. Non, c'est juste hyper facile à lire. J'ai jamais vu dans un langage non fonctionnel un factoriel qui tient en 3 lignes. Ça, c'est le côté le plus alien d'Elixir. Je viens de PHP, donc je suis vachement habitué à cette espèce de typing pseudo-dynamique, machin, truc qui vous pète à la gueule à tout moment. Je connais Haskell et je suis habitué au vraiment strong typing. Vous définissez tout. Le compilateur, il est capable de vous dire que votre code, il va pouvoir s'exécuter. S'il y a une merde, il va juste vous sauter à la tronche. C'est hyper bien. Mais comment est-ce qu'on peut faire tout en même temps? En OCaml, ils ont fait un truc qui est assez... qui est un système de type qui est assez proche d'Elixir, mais pas aussi flexible. Ils font de l'inférence de type. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, le compilateur, en analysant le code, en faisant de l'analyse statique, et qu'elle va retourner un booléen. Donc c'est le compilateur qui va détecter quel type il a, et il va vous dire si vous faites des trucs complètement débiles ou pas avec. Donc ça se base un petit peu là-dessus. Mais comment est-ce qu'un compilateur peut décider à votre place quel type vous utilisez dans votre code? C'est la même stratégie qui est utilisée dans Elixir et dans OCaml. Ils appellent ça no operator overloading. Globalement, un plus, c'est un plus. Il fait des maths. Tout ce qu'il sait faire, c'est additionner des chiffres. Un plus, il sait concaténer des strings. Et ce drôle d'alien, il sait concaténer une string. Et l'autre, il sait concaténer des listes. Donc globalement, le compilateur, quand il voit ça, par rapport aux opérateurs que vous allez utiliser, il sait quel type de données votre fonction va travailler. Et il saura vous dire, ah, c'est bizarre, tu m'as envoyé une string dans une fonction qui, plus tard,
va faire une addition. Donc il arrive à vous dire, avant que l'erreur arrive, qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. Donc ce qu'il fait en interne, c'est ça. Là, il arrive à se dire, OK, c'est un float, c'est une division, il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas juste en nombre. Mais il peut arriver des moments où votre compilateur il va être paumé. Là, vous définissez une fonction AND, qui est le AND logique de base. Donc vous voulez dire que false, true, machin, ça doit faire ça. Ici, c'est aussi du pattern matching. Donc globalement, dans ma fonction AND, je m'en fous du contenu de cette variable. Si je dis juste à Elixir, si ça c'est false, ça tu t'en fous, tu me retournes false. Si ça tu t'en fous que ça c'est false, tu me retournes false. Si c'est true et true, tu retournes true. Ça c'est drôle, j'ai défini une fonction qui a de la logique, mais qui a globalement aucun corps de fonction. C'est uniquement le pattern matching qui va me permettre de faire ce résultat. Mais dû à ça, le underscore c'est une variable spéciale que vous pouvez assigner mais jamais accéder. C'est dans le genre, j'ai pas besoin de ça. Et le compilateur, lui, ce qu'il va comprendre, c'est ça. C'est un peu risqué, le any. Globalement, le compilateur, il ne va jamais pouvoir vous aider à dire que tu fais quelque chose de bizarre avec la fonction AND à quelque part. Donc là, on a lui filé un petit coup de main, et c'est ce qu'ils appellent justement dans Elixir le gradual typing. C'est que vous allez définir les types via ce qu'ils appellent une spec, uniquement si vous en avez besoin. Uniquement si vous savez que vous êtes en train de perdre le compilateur, ou vous êtes en train de mettre le compilateur dans une zone de non-confort. Et c'est aussi génial. En PHP, en PHP 7, on pourrait faire entre parenthèses, boolean, valeur 1, boolean, valeur 2, mais de nouveau, c'est hyper verbeux pour pas grand-chose. Ici, on définit la spec une fois, et on laisse les fonctions le plus court possible. Qui sait qui a déjà fait un peu de méta-programmation ? C'est le bonheur. C'est hyper intéressant. On l'utilise typiquement dans... Ça, c'est un des bouts de code de notre appli, qui pourrait vous montrer le début du module, ce serait chouette. Ici, vous définissez une fonction. L'objectif de ce module, c'est de valider les min types. J'ai plein d'applications PHP qui valident les min types en ayant, je sais pas, une DB. Une table dans une DB avec toutes les min types. Ou un fichier XML qui est loadé, parsé à chaque fois, préparé dans un tableau, ou un énorme tableau super ugly dans lequel on fout tout. Ici, on définit une fonction qu'on voit de nouveau plus. Mon module, à la base, il n'a qu'une seule fonction, qui s'appelle isValid. Ça, c'est aussi un joli truc de syntaxe. C'est une habitude dans Elixir, dès que la fonction retourne un boolean, il faut souvent un petit point d'interrogation à la fin. Je trouve sympa, comme idée. Donc par défaut, n'importe quel min type va être false, va être pas accepté. Et ici, je commence à avoir du code qui est dans mon module, qui n'est pas à l'intérieur d'une fonction. Ce code, il est exécuté à la compilation. Donc quand je compile mon code, Potion, c'est une librairie HTTP, il va récupérer ce fichier dans le SVN d'Apache et il va créer des fonctions statiques en utilisant le pattern matching avec chaque min type qu'il y a dans le fichier. Donc globalement, je me retrouve avec une énorme classe avec que des fonctions où il n'y a pas de corps, aucune logique exécutée. J'utilise que le pattern matching qui est la partie la plus rapide d'Elixir. J'ai juste rien à exécuter, c'est vraiment la partie où ils sont super optimisés. Et c'est gratuit. Là, j'ai introduit une petite dépendance au SVN d'Apache qui n'est peut-être pas une super idée. Je peux avoir le fichier JSON en local. Si j'ai besoin de mettre à jour mes min types, je download le nouveau fichier JSON, je redémarre et puis c'est reparti. Donc ça ouvre des possibilités d'optimisation d'application quand on utilise pas mal de données statiques, que ce soit de la configuration ou des choses comme ça. Le gain en termes de rapidité d'exécution, c'est juste hallucinant. Ouvrir une connexion DB et récupérer le min type juste pour dire oui, non. Franchement, c'est coûteux par rapport à une monstre classe statique de ce type-là. Le compilateur est super friendly. Les messages d'erreur sont relativement lisibles. C'est vraiment un truc qui vous aide pas mal pendant le développement.
J'ai toujours un peu ma vieille histoire de C où le compilateur, vous le regardez un peu toujours comme l'espèce de faux ami qui vous fait plutôt chier quand vous avez codé pendant 10 minutes, que le truc il tourne pendant 15 minutes et qui vous pète à la gueule pour la 6e fois exactement la même ligne et que vous ne savez toujours pas pourquoi. C'est hyper rapide. Il cache ce qui a déjà été compilé, il recompile que les parties qui sont nécessaires. C'est vraiment un bon outil. Mix, c'est le build tool, c'est le webpack, parcel, Grangle, whatever you want si vous faites du JS. Moi, c'était aussi une des clés avec Elixir, c'est que l'écosystème il est hyper cohérent. C'est pas la communauté qui est arrivée avec ce type d'outils, il n'y a pas le côté un peu fashion, Parcel il sait tout faire magiquement, jusqu'à ce que 100 000 personnes l'utilisent et puis que finalement non, il ne sait pas tout faire magiquement, il sait faire magiquement ce qu'il savait faire à l'initial, puis après il va falloir rajouter de la config ou refaire des plugins, ou refaire des trucs. Là on a un tools, chaque fois qu'on rajoute une librairie dans son projet, elle va enregistrer une tâche là-dedans, c'est hyper simple, il n'y a pas de configuration, et franchement c'est agréable. C'est un tool qui s'appelle Xdoc, qui permet de construire ces documentations gratuitement. C'est franchement mythique. Ils ont un gestionnaire de package qui s'appelle X. Et X, c'est assez drôle, c'est pas le gestionnaire de package d'Elixir à la base, c'est le gestionnaire de package d'Erlang. Mais quand ils ont commencé à designer Elixir, ils ont décidé de ne pas créer un XCM Package Manager, qui est quand même des projets relativement challenging à faire. Ils ont décidé d'utiliser celui d'Erlang parce qu'à la base, ils n'avaient pas de package en Elixir. Mais vous pouvez installer n'importe quel package Erlang facilement. Et après, avec la popularité du langage, ils ont commencé à avoir des librairies qui fonctionnent sur les deux. Ils ont un shell interactif. Je ne suis pas spécialement un monstre fan de shell interactif. J'ai utilisé quelques trucs en PHP, Boris ou autre. Mais bref, la plupart du temps, ils me saoulent. C'est hyper difficile de bootstrapper votre framework dans votre shell. Si vous changez un bout de code, votre shell il est lancé, vous devez le quitter, le relancer pour récupérer les derniers machins. Lui, vous pouvez à peu près faire tout ce que vous voulez. Il y a une ligne de commande qui s'appelle recompile. Il recharge le code qui a été modifié et puis vous continuez à faire vos essais. Et vu que vous êtes en fonctionnel, ça a été pour moi la partie la plus difficile en venant de l'orienté objet, où on a un peu l'habitude de ces grosses classes assez fat, avec des méthodes assez fat, et puis pas grave, ça fonctionne. En fonctionnel, vous réfléchissez vachement plus petit souvent. La fonction, elle est vachement plus focalisée sur un seul truc. Donc globalement, avoir un shell de ce type qui vous permet d'appeler vos fonctions, de les tester pendant que vous êtes en train de coder, c'est vachement plus sympa que de faire des refresh dans votre browser pour voir si ça a fait quelques changements. XUnit, rien de spécial. Si vous avez déjà fait des tests sur Ruby on Rails, c'est super proche. Ça, c'est une petite suite de tests sur notre projet. Les 30 tests sont des tests fonctionnels, donc qui attaquent les contrôleurs jusqu'en bas, avec Postgres qui tourne, création de DB, réinitialisation de DB entre deux. Et j'ai pas édité le screenshot. C'est vraiment super rapide et hyper simple à mettre en place. Et de tout ce que j'ai testé comme outil de test fonctionnel, c'est définitivement le plus rapide. Au début, je me suis plutôt vérifié, est-ce que vraiment il fait quelque chose ou est-ce qu'il crée vraiment une DB derrière? Et on revient sur le point de la documentation. Ils ont une fonctionnalité qui s'appelle doctest. Au début, je disais, what? Qu'est-ce que c'est? Vous testez votre documentation. En Elixir, la doc, elle se fait avec cette annotation @doc. Et ici, c'est du Markdown, par défaut. Et Xdoc rend le Markdown nickel. Et ce qui est assez drôle, c'est que ici, j'ai commencé mon petit truc par Yex. Et Yex, c'est le shell d'exécution d'Elixir. Et si j'ai activé les doctests, juste après avoir écrit cette documentation, je peux l'exécuter. Donc les exemples de code que vous avez dans votre documentation font partie de votre suite de tests. Automatiquement. C'est une ligne de configuration dans la configuration des tests. Et je pense que c'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais vue dans un langage de programmation.
Alors, c'est déjà chiant d'écrire de la doc, mais c'est super facile d'écrire de la doc fausse, et c'est hyper facile de foutre des exemples que tout le monde suit, mais qui ne marchent plus. Et là, vous avez un système super propre pour suivre ça. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Ils seront exécutés. S'il y a un problème, ça vous dit quelle fonction c'est, dans quelle ligne de la documentation il faut aller faire votre correctif. Ça, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. La communauté, elle est vraiment hyper cool. Et behind the scene. Erlang, c'est un peu le langage... il a un petit côté un peu mythique, bizarre. Il a 30 ans. La machine Erlang, c'est 86 ou un truc comme ça. Construire quelque chose de neuf sur quelque chose d'aussi vieux, ça paraît complètement bizarre dans notre monde où on a décidé de changer de façon de programmer à peu près tous les 4 jours. Mais en analysant un petit peu les fonctionnalités qu'il y a, ils ont résolu des problèmes qu'on essaye de résoudre aujourd'hui, et avec 30 ans d'expérience. Et c'est assez bluffant de voir qu'une machine qui a 30 ans, ils ont une création de process qui est hyper légère. Sur Unix, si vous êtes en C et que vous voulez créer des sous-process, c'est extrêmement coûteux à créer, c'est long, et c'est extrêmement coûteux à détruire. Les garbage collectors des systèmes d'exploitation ne sont pas hyper forts pour se débarrasser des process. Ils n'ont jamais été optimisés, ils n'ont jamais été faits pour créer et détruire des process rapidement. Ici, la doc d'Erlang dit que c'est zéro cost. Et si vous continuez un petit peu à explorer comment Erlang fonctionne, ils ont un motto qui s'appelle « Everything is process ». Mais c'est quoi qui est derrière? Par exemple, quand vous lisez un fichier, ce n'est pas votre thread principal qui va lire le fichier. Il crée un process qui lit le fichier, qui vous renvoie les données. Je ne connais aucun autre langage qui est suffisamment sûr que ces process légers sont suffisamment légers pour les utiliser autant que Erlang le fait. Et créer un process, c'est juste ça. Ici, je démarre un process qui va exécuter cette fonction, et c'est fini. Et ça veut dire que tu vas popper un process dans l'OS ou pas? Non, ce n'est pas des process OS, justement, pour avoir la légèreté. C'est des process qui sont créés dans la machine virtuelle. Et là, il y a 3 semaines, on a une équipe de Kudelski qui sont venus ici faire un meet-up où eux, ils font pas mal de scans de port pour vérifier, par exemple, quelles versions de bind sont utilisées sur les DNS, sur tout IPv4. Ça fait quand même une chier d'IP à tester, et puis en plus, si vous voulez avoir la version de bind, vous devez faire des échanges de protocoles pour le détecter, c'est du fingerprinting, c'est hyper long. Ils n'étaient pas très contents des outils qui existaient, donc ils ont fait un outil à eux en interne, qui est sur leur GitHub d'ailleurs, complètement en Erlang. Une machine, c'est pas des petites machines, mais elle gère entre 4 et 10 000 process. Vous pouvez essayer de démarrer un Linux et de lui juste démarrer 10 000 process, vous avez déjà tué votre serveur. Juste parce que vous avez demandé de créer 10 000 process. 10 000 process sur une machine Erlang, c'est presque normal. WhatsApp qui utilise Erlang, ils ont 2 millions de connexions actives sur chaque nœud. Ce qui est lourd, c'est pas ça. C'est ça. Pour un système d'exploitation. Un autre truc. Qui c'est qui fait des applis serveurs en Node et qui n'a jamais eu son Node qui explose? Sur Erlang, ils ont un autre motto qui s'appelle Fail Early. Globalement, ils supportent les exceptions, mais ils déconseillent de les utiliser. Pour d'autres raisons que je pourrais parler dans le prochain slide. Ils préfèrent que... Laissez-le mourir, ce truc qui ne marche pas. Laissez-le juste mourir. C'est la VM qui va s'occuper de maintenir le truc up. Vu que vous bossez avec des process, chaque process est totalement isolé. Il peut se passer n'importe quoi dans votre process enfant. Votre process parent, il ne va jamais péter. Ils ont une stratégie de share nothing, ils share aucune mémoire, aucune variable, rien du tout. Il ne peut rien arriver aux parents si l'enfant explose. Et ils ont en interne ce petit truc. Ça, c'est la déclaration un peu du démarrage de mon appli. Et vous pouvez démarrer différents process quand l'appli boot. Typiquement ici, dans cette appli, j'avais besoin d'un petit truc débile pour cacher un token. Que je veux garder 1 heure ou un truc comme ça.
Quand je suis en PHP, je dis, tu démarres Redis, tu installes le client de Redis, tu monitores Redis, tu mets supervisor pour être sûr que Redis est toujours là. Bref, tu es en train de balancer l'artillerie lourde pour stocker ton petit token en mémoire. Ici, j'ai fait un truc qui tient, c'est ça de code. Et j'ai la fonctionnalité de Redis qu'il me faut pour stocker mon token. Je n'ai pas d'outil de supervision à gérer. Si ce truc il plante, le superviseur il va me le redémarrer. Alors oui, il aura perdu ses données, à moi de me démerder que ce truc est capable de restaurer ses données, mais j'ai pas besoin de mettre en place du tooling, de l'environnement et tout le soin pour maintenir en place un truc qui me sert juste à stocker des valeurs. Un autre point qui est assez hallucinant, sur plein de projets, on peut se faire chier à distribuer le travail. On bosse dans la streaming vidéo, on a régulièrement le problème de devoir manipuler de la vidéo. Et manipuler de la vidéo, c'est un peu comme envoyer des images sur votre modem 56K en 86. On a beau avoir des tubes hyper rapides, des grosses machines, transcoder une vidéo, c'est un truc long. On peut définitivement pas le faire live durant une request d'upload ou des choses comme ça. Donc on a besoin d'avoir des machines derrière, des petits workers qui vont faire quelque chose. Dans la plupart des langages, une petite beanstalk pour faire mes queues, un worker qui tourne tout le temps, le monitoring de tout ce bordel pour être sûr que ça fonctionne, le node de derrière qui écoute beanstalk, blaf. Si je viens démarrer un process sur une fonction qui n'existe pas localement, sur un nœud distant, c'est fini. J'ai pas besoin de job, j'ai pas besoin de queue, j'ai rien besoin. C'est juste natif. Et même les nœuds peuvent être tagués pour se dire je veux que ça se balance sur le back-end de transcoding ou sur le truc de facturation ou sur le truc de compta. Et lui va se démerder pour aller trouver le nœud qui a la fonction pour répondre à la demande. C'est assez élégant, c'est que ce node spawn link fonctionne exactement de la même manière que le spawn qu'on a vu avant. Donc ce process qui est distant, j'ai exactement les mêmes fonctions pour le gérer que s'il était local. Je peux vérifier s'il est là, et je peux vérifier où il en est, je peux lui envoyer un message, je peux lui poser une question, comme si je l'avais lancé sur ma machine locale. Donc ça peut aussi ce côté, ok, je démarre avec une machine, je peux démarrer avec 2 machines, je rajoute 3 machines, c'est toujours mon même code. Mais c'est juste qu'au début, la machine virtuelle Erlang, elle tournait sur une seule bécane. Après, je vais en rajouter 2, elle va gentiment déplacer ses process. Et j'ai rien à changer au niveau du code. J'ai pas besoin d'authentifier, des appels HTTP entre mes machines ou des trucs. Ça, c'est la partie qui pique. À la base, Ericsson ont développé Erlang pour gérer leur système de télécom. Et je ne sais pas si vous êtes déjà cassé les dents à faire un déploiement sans downtime. En web, c'est assez facile. Vous pouvez déployer votre appli, dire au proxy d'attendre 10 secondes et puis passer sur l'autre. Parce que vous avez 30 secondes de timeout. Quand vous avez un système qui gère des mecs qui sont au téléphone, le 30 secondes de pause pendant que la nouvelle machine elle boot pour les 10 000 personnes qui sont connectées sur l'antenne, ça le fait moins bien. Donc ils ont inventé un système qui s'appelle Hot Code Reloading. Ça peut marcher presque gratuitement, si vous ne changez pas les structures internes que votre application utilise, ça marche quasi gratuitement. Mais vous pouvez même dire que si les structures changent à l'interne, vous pouvez expliquer à la VM que mais la structure qui représente les utilisateurs, elle avait cette structure-là dans la version précédente, elle a cette structure-là dans la nouvelle. Et pendant qu'il est en train de charger le nouveau code, il va convertir à la volée les valeurs qui sont en train de se promener dans l'appli. Alors c'est un truc de rockstar, je pense, pour faire des gros déploiements là-dessus, mais c'est hyper impressionnant, je trouve, au niveau engineering, de pouvoir faire cohabiter, pendant qu'une application s'éteint, l'autre commence à prendre la place. Et le code reloading, c'est pas quelque chose qu'ils ont ajouté l'année passée, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté en 87 ou 8. Et aujourd'hui, on fait du blue-green avec un truc de dingue. Je trouve hyper impressionnant de se dire que voilà, on n'a pas inventé grand-chose récemment. Et petit retour sur notre premier projet qui s'appelle Benzaiten. C'est un dieu japonais de la distribution de la connaissance.
C'est une implémentation d'un vieux standard qui s'appelle OMPMH qui sert en fait à moissonner des données qui sont stockées dans différents systèmes pour faire de la recherche fédérée ou des choses dans le genre. C'était un chouette projet qui est encore en cours, qui n'est pas complètement fini. C'était un chouette projet pour commencer sur un nouveau langage parce qu'un, il se base sur une spec. Je sais exactement où je vais. Il n'y a pas le client qui change d'avis tous les 2 jours. Je n'ai pas besoin de faire de monstre refactoring de mon code parce que, voilà, globalement, je suis les must, should, have, et ça avance. Donc je ne me serais pas lancé dans un projet Elixir pour un truc de client où c'était un peu flottant. Et ce qu'on avait besoin, c'était l'implémentation de cette norme, une API REST pour indexer les documents à l'intérieur et puis une gestion des releases à peu près correcte. Donc c'est du Elixir. Phoenix, c'est un framework full stack, on va dire. C'est Rails pour Elixir. Si vous avez déjà vu un projet en Rails, la structure de la configuration est hyper proche, à part que l'intérieur des fonctions est un petit peu plus joli que du Ruby. Ecto, c'est l'ORM d'Elixir. Je voulais faire quelques slides dessus, mais ça aurait demandé beaucoup de slides. Un truc qui est très différent par rapport à Ruby on Rails, ils ont ce principe d'Active Record. C'est une méga classe qui représente les données dans la base de données, plus toute la logique qui va avec. Bref, je ne suis pas hyper fan du design. Ecto part sur un principe différent, il se base sur le système de type d'Elixir. Donc chaque donnée dans une base de données, elle va être définie, elle va être attachée à un type. Et les fonctions qui gèrent ce type, elles sont complètement découpées. Donc vous avez vraiment une grosse séparation entre ce qui vient de la DB et ce qui représente la logique qui doit tourner autour. Et Distillery, c'est leur outil de release management qui est aussi super et qui mériterait un talk complet. Ça, c'est la définition du routeur d'une application Phoenix. Ça utilise à fond la métaprogrammation d'Elixir. Globalement, scope, pipeline, c'est des macros qui vont générer du code. C'est cool, c'est une syntaxe hyper facile à approcher, il y a assez peu de code à écrire. Quand on regarde ce que ça produit derrière, je suis hyper content d'avoir que ça à écrire. Et un des systèmes qui est intéressant par rapport au système de routing qu'on a l'habitude, c'est le principe des pipelines. Donc sur des pipelines, vous pouvez définir des actions, ils appellent ça des plugs. Un plug, ça peut être vu comme une espèce de middleware dans votre connexion HTTP, elles vont s'exécuter les uns après les autres. Globalement, j'ai un petit plug qui rajoute le leader de négociation. Ici, j'ai un autre plug qui fait la détection de si le repository existe. Globalement, notre API, elle gère plusieurs répertoires de données, et c'est le nom de domaine qui va définir sur quel type de données on va arriver. C'est lui qui fait un peu ce switch. Et après, vous définissez un scope, OK, OAI, et vous le pipez sur un ou plusieurs pipelines. Ici, vous pouvez rajouter un plug pour implémenter l'authentification, par exemple, ou implémenter du logging. Et le truc qui devient super intéressant quand vous pouvez hyper facilement faire de la synchrone, c'est que si vous rajoutez des plugs ici, vous en avez 52, un truc de logging, un truc de journalisation, un truc de... Tous ces trucs qui ralentissent votre appli, bah, ils peuvent être super vite faits en asynchrone. Donc ils n'ont pas de coût. Globalement, je m'en fous si ma ligne de log arrive dans 10 secondes. Ce que je veux, c'est que les données, elles partent chez le client. Et un contrôleur, c'est juste un plug. C'est juste le dernier plug qui est exécuté. Je ne vous lâche pas tout de suite. C'est un petit extrait d'un contrôleur où on voit du pattern matching un peu plus verbeux que ce que j'ai présenté avant. Globalement, un plug, il a comme signature qu'il reçoit la connexion et il reçoit les arguments de la requête, get, post, correctement surchargé. Et ici, je définis juste ça c'est mon action, process, qui va me récupérer le verbe en attribut get, qui va me récupérer l'identifier au sein des attributs et qui va me récupérer le metadata préfixe. Et il va exécuter ça. Il récupère juste le record
et il me chope un seul. Ça, c'est aussi une partie qui est super. Vous écrivez jamais une méthode qui va avoir une grosse requête SQL dedans. Vous écrivez des petites fonctions qui génèrent des parties de votre instruction SQL. Vous allez avoir des fonctions qui vont sélectionner certaines colonnes dans votre DB, d'autres qui vont rajouter une jointure, d'autres qui vont rajouter un sorting, puis après vous pouvez vous amuser avec. Vous voulez rajouter du filtre, ok, vous filtrez ici, vous rajoutez une exécution en dessous. Ça c'est aussi quelque chose que vous voyez super souvent. C'est un case qui fonctionne à peu près comme un case en plein d'autres langages, mais avec la puissance du matching. Ici, je veux tester que mon record, c'est bel et bien une structure, parce que je sais que depuis ma DB, je peux recevoir qu'une structure. Si ce n'est pas une structure, c'est-à-dire que s'il n'a rien trouvé, il va partir sur autre chose. Et là aussi, je n'ai pas 52 if ou test ou machin. Il suffit de lire le code du début à la fin, et pas de temporalité dans la... Celui fait presque la même chose. J'ai du pattern matching qui va récupérer le verbe dans les paramètres de la requête. Et ça, c'est quelque chose d'additionnel, ils appellent ça des guards. Et chaque fonction, elle va être exécutée uniquement si le pattern matching dans les attributs match. Mais le pattern matching, il a ses limitations. Ici, j'aurais pu écrire verbe égale getRecord, mais ça commence à devenir super moche à lire. Ça commence à devenir un peu trop verbeux. Donc ici, je peux déjà extraire le verbe, mais je teste si le verbe a cette valeur-là. S'il n'a pas cette valeur-là, je ne vais pas exécuter cette fonction. Donc on finit aussi toujours sur quelque chose d'hyper compact, qui au début est un peu flippant, je trouve, à lire, quand on n'est pas habitué à la syntaxe, mais qui au fur et à mesure, je trouve hyper productif. J'aimerais bien bosser dans une équipe où il y a plusieurs personnes qui bossent dans Elixir. J'aimerais bien voir si on arrive un peu sur les mêmes types de code, ou si ça peut partir dans tous les sens. Mais globalement, il n'y a pas 52 possibilités de l'écrire. On pourrait mettre des if dégueux, mais on refusera au code review. Mais ce serait super intéressant de voir sur des plus gros projets à quel point les gens finissent sur soit du pattern matching horrible, hyper compliqué, soit des guards trop complexes aussi, ou de voir comment ça fonctionne. Ça, c'est un autre exemple plus avancé. C'est un peu comme le case. Globalement, dans mes paramètres, j'ai deux dates, début-fin. J'ai une fonction qui est capable d'extraire la date de où elle est dans les paramètres. Et je teste le retour. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans Elixir et dans Erlang. Globalement, une fonction, vu qu'elle peut être locale, mais elle peut être distante. La seule manière de communiquer d'une fonction, c'est d'échanger des messages. Et les messages, c'est toujours des tuples. Et par convention, ils utilisent ces atomes, c'est une constante. On peut définir deux points OK, c'est l'équivalent de OK égale OK, qui ne pourra pas être réécrit. Et donc ça permet de se dire, OK, ma fonction de distance, elle a marché, mais je pourrais peut-être avoir un error à quelque part et de matcher qu'elle n'a pas fonctionné. Ici, si, avec le with, il va essayer d'exécuter ces deux. Si le matching ne fonctionne pas, cette fonction va retourner la valeur d'erreur d'ici. Je ne vais pas tester si elle a des erreurs. J'ai juste explicitement dit que mon pass d'exécution, c'est uniquement si tout est OK. Dès que quelque chose n'est pas OK, j'aurai la sortie de celle-là. Donc j'ai de nouveau moins de if, moins de return, et laisser le langage faire les... Ça pourrait demander un peu plus de slides pour présenter, mais ça, là aussi on utilise le pattern matching. Quand vous voulez appeler une vue, vous appelez render, et vous lui dites ce que vous voulez. Et dans votre vue, vous définissez ce que vous voulez comme sortie. C'est plus simple si vous voulez des vues en web, c'est qu'il n'y a rien à définir dans le module qui définit les vues. Vous faites juste render index HTML et ce sera celle-là qui va s'exécuter. Donc ils ont quelques conventions qui permettent aussi d'éviter d'écrire du code qui ne sert à rien. Le langage de templating, bah bon, ça reste un langage de templating. Je trouve qu'ils sont tous aussi abominables les uns que les autres. Mais, voilà, c'est consistant avec le reste. Et dans le module qui gère les vues, si vous définissez les fonctions elles sont disponibles ici. Donc typiquement, vous pourriez supprimer la logique pour faire du looping, la mettre ici. Elle est testable ici.
alors qu'elle est difficile à tester là. Donc au début, je trouvais hyper bizarre d'avoir ce module avant la vue, mais au final, ça pousse vraiment à ce que c'est pas du templating moustache où on dit non, aucune logique. C'est juste du templating où on dit oui, si vous avez de la logique, ben, foutez-le pas dans le markup, mais remontez-la dans le module de vue, et puis le module de vue, lui, il est testable, vous pouvez même écrire des doc tests si vous avez envie. Et ça, c'était la partie où j'étais assez scotché. Sans accès DB, le passage routing, contrôleur, vue, réponse dans le browser, c'est 1 milliseconde. Et c'est même largement en dessous du milliseconde. Et là aussi, on se demande est-ce qu'il est vraiment en train d'exécuter tout mon code, est-ce qu'il fait vraiment tout. Puis on se dit, ouais, je suis tout seul sur mon poste. Alors, on déploie ça sur un serveur, on balance un petit siège dessus, et puis on fout 200 connexions en simultané, puis il reste 1 milliseconde. Mais comment est-ce qu'il fait pour faire tout ça en aussi peu de temps? Alors oui, il est parallélisé, machin, etc. L'empreinte mémoire est super basse. Donc j'ai un peu gratté plus loin pour savoir qu'est-ce qui fait que c'est magique. Globalement, le routing, on peut optimiser. Mon contrôleur, il fait pas grand-chose, donc je dis c'est pas de la faute à mon contrôleur. Et comme d'habitude, on finit sur le dernier meurtrier en série, la vue. La partie lente d'une application web, c'est relativement souvent l'accès DB ou au service externe, ou prendre une vue. Pourquoi est-ce qu'un moteur de templating est lent? Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un peu de C dans la tête ou des choses comme ça. Si vous regardez, je sais pas, Fluid ou d'autres langages de templating, à peu près tous les langages, globalement, c'est de la concaténation de strings tout le temps. Et c'est de la concaténation de strings massive. C'est pas 2 strings à la concaténer, c'est peut-être 10 000, voire 50 000 strings à compiler pour juste rendre une page. Et quand vous concaténez 2 strings, globalement, vous avez la mémoire de la string 1, la mémoire de la string 2, vous créez une nouvelle qui est la somme des deux, les deux autres existent toujours. Puis après, vous vous dites, ah, mais j'ai un garbage collector, de toute façon, ils s'en foutent, il va me supprimer les... Ouais, mais le garbage collector, il est lent. Et quand vous avez 100 000 strings à supprimer de votre mémoire avant de vous rendre votre page, vous avez de nouveau perdu 10, 15, 20 millisecondes. Ça paraît super court. Dans Elixir, ils sont partis sur un autre système. La vue, elle est compilée. Les chaînes sont référencées dans une espèce de map avec un ID. Si vous avez 2 fois la même chaîne dans une template, elle est référencée qu'une fois. Et jamais il fait de la concaténation. Strictement jamais. Au moment où il doit la rendre, il stream les strings par rapport à leur numéro. Donc il ne va jamais allouer de la mémoire, faire baisser un garbage collector ou quoi que ce soit. Il va juste dire, ah, c'est la première string, ploup, tiens là, ah, c'est la 150e, ploup, tiens là, ah, c'est de nouveau la première, tiens là. Donc j'ai rarement vu un système aussi efficace en termes d'utilisation de ressources. Aujourd'hui, on a un peu cette tendance à se dire, on s'en fout, de toute façon, une machine EC2 avec 52 CPU et puis 200 Go de mémoire, ça coûte rien. Mais c'est toujours lent. On peut faire ce qu'on veut, toutes les théories qu'on veut, à augmenter la perf de notre front-end, que les animations ne fassent pas chier, qu'il n'y ait rien de bloquant dans les CSS et tout. Mais globalement, si votre backend il vous fout 70 millisecondes dans la gueule avant de rendre du contenu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en JS, en front, vous n'allez pas les récupérer. Et quand on regarde comment on fait des twigs ou n'importe quel langage de templating, c'est un truc de bourrin pour l'instant en termes de gestion des ressources. Et c'est assez chouette de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps d'ingénierer vraiment des trucs jusqu'au bout et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut réellement optimiser? Et la solution qu'ils ont trouvée, la stratégie qu'ils ont trouvée, elle est hyper efficace. Et à ma connaissance, je ne connais pas d'autres systèmes qui manipulent les templates de cette manière-là. Ça, c'est les repositories. Là aussi, j'ai dit quelque chose, j'ai 2 slides, mais je ne vais pas en parler beaucoup. Je voulais juste montrer celle-ci. Ça, c'est typiquement ces petites fonctions où je veux récupérer mes repositories. J'appelle mon repository, et puis lui, il fait by base URL. Je récupère cette partie de requête SQL. Et si on va voir dans le... Pardon. Perdu.
si on va voir dans le repository, j'ai cette petite méthode by baseURL qui rajoute juste un where. Elle ne me dit pas quel champ je vais sélectionner. Son seul but, c'est de me foutre le where dans MarketSQL. Et j'ai essayé tout ce que j'ai pu avec des trucs dans le genre Doctrine ou Propel à l'époque, de faire du SQL comme ça, de se dire ce serait génial de pouvoir dire ok, je veux ce filtre, je veux ce machin, mais c'est toujours le monstre bordel. C'est toujours le monstre difficile de réutiliser des parties de requêtes SQL. Au final, on finit toujours avec une grosse requête et on duplique pas mal de code un peu dans tous les sens. Schluck. Donc j'arrive plus ou moins au bout. J'aurais peut-être pu encore faire 55 slides. Je l'ai changé d'ordre à peu près 270 fois. C'est le début. Et là, il y a 6 mois que je fais des... 6-7 mois maintenant que je fais un peu d'Elixir. Il y a encore plein de choses à découvrir et plus je lis la doc, plus je me dis que mon appli pourrait changer, être structurée différemment. Ils ont plein de principes plus avancés que ce que j'avais besoin dans le projet en cours. Un truc que je trouve intéressant, c'est ils ont un système qui s'appelle Umbrella Project. Vous pouvez créer un projet Umbrella qui globalement ne contient pas de code, mais contient des dépendances. Et après, vous créez des sous-applications qui ressemblent un peu aux packages que vous pouvez créer dans un framework comme Symfony, à part que ces packages, ces applications, elles sont vraiment isolées. Vous pouvez communiquer avec des messages entre elles peuvent être exécutées localement, mais out of the box, vous avez une espèce de best practice qui arrive et qui... Ok, je peux faire tourner ça sur une machine, tiens, cette application elle commence à devenir lourde, ben, je la sors de mon projet Umbrella, je la fais tourner sur une autre bécane, qui sont super forts pour promouvoir les bonnes pratiques dans le framework. Et je pense que dans plein, moi, contributeur sur Flow ou sur Neo, je pense qu'on est assez mauvais pour faire ça. Assez mauvais pour déjà, trouver dans une communauté un consensus pour dire c'est quoi les bonnes pratiques. J'ai fait au moins 10 talks sur des bonnes pratiques en PHP, et je pense qu'à chaque fois, la sortie du talk ou la bière était accompagnée par « Ah, mais tu trouves pas que quand même ça c'est plus best et tout ?» Mais en fait, oui, il y en a chacun un peu ses best practices. Mais d'avoir réussi à poser les best practices qui sont, suivis par la communauté, qui font 2, franchement, sens, ben, à eux, ça leur a permis d'avoir une doc qui est hyper cohérente. Tu lis la doc officielle de Elixirlang, ils ont des petits guides d'introduction. Et après, tu tombes sur un tuto, tu vois que les mecs qui écrivent les tutos, ils sont bouffés le guide avant. Tu vois des patterns qui sont réutilisés. Et en termes de gouvernance de communauté, je trouve ça assez magique. On est en open source, chacun est libre de coder comme il a envie. Et de voir une communauté qui a réussi comme ça à un peu souder tout le monde et à me dire c'est un peu comme ça qu'on va, je trouve ça assez impressionnant. Donc voilà, petit retour sur le dernier extraterrestre que j'ai découvert. Yes, merci. Et les questions? Questions? Vous voulez des bières? En fait, la question c'est de savoir si les IDE l'intègrent bien, si l'IDE dialogue bien avec le compilo pour avoir, on va dire, le parser correctement ou... Bah, globalement, le compilo, il marche un peu à la Webpack style, tu as un watch, puis tu l'oublies. Okay. Et il n'y a pas de meilleure IDE ou pas. Tu peux utiliser un peu tout ce que tu veux. Moi, j'ai testé VS Code, qui a un plugin Elixir assez cool. IntelliJ, qui marche relativement bien avec. Globalement, tant... Tu as le truc où tu es obligé d'aller watcher justement la console qui compile pour toi et dire ah putain il manque le symbole. Est-ce que tu as la surbrillance, tu vois, comme... Non, alors moi j'ai pas essayé. Il y a un debugger où tu peux avoir des debugs interactifs ou des choses comme ça. J'ai pas encore spécialement essayé de faire ça. Moi j'ai mon deuxième écran tout pourri qui me sert à mettre mes trucs qui viennent en couleur quand mon compiler est pas content. Ça me va assez bien. Okay, je suis assez light sur mon setup de dev. Et la VM elle tourne sur plusieurs OS ou... Elle tourne sur quasi tous les OS. Je ne me risquerai pas à faire tourner sur n'importe quel OS, mais elle tourne sur à peu près tous les OS. Je peux essayer là, aucune idée si Ericsson conseille des OS particuliers, mais
Sur les quelques articles que j'ai lus, l'article le plus impressionnant, c'est définitivement WhatsApp, qu'on a publié toute une série il y a 2 ou 3 ans, où ils utilisent massivement Erlang. Et un autre service dont je ne me rappelle plus le nom, qui était arrivé à 10 millions de connexions sur un nœud. Et j'ai jamais vu dans un de ces articles aucun mot sur du tuning de l'OS. Et même pas beaucoup de mots sur le tuning de la VM. Dans le genre, je pars en Java, je me rappelle quand j'ai bossé pour des gens que je ne citerai pas. On engageait des consultants qui coûtaient 4000 balles la journée pour aller tuner les paramètres de la VM pour essayer que ce pauvre truc n'explose pas. Et c'est assez fou de voir des gens qui parlent d'1 million ou 10 millions de connexions sur un host et qui te disent on n'a rien tuné de spécial, on a juste fait tourner le truc. Les trucs cons qu'on a fait, c'est des conneries de programmation où on ne profitait pas bien du système ou des choses dans le genre. Et du coup, donc, il y a pas mal d'applications industrielles qui tournent sur Elixir et sa VM et leur serveur HTTP ou autre. Alors, Erlang, Ericsson, ils ont tous leurs outils de télécom qui tournent avec Erlang. Aucune idée s'ils font du Elixir aussi. Peut-être. Du moins, il y a pas mal de devs Erlang qui contribuent aussi à Elixir. Donc, c'est deux communautés qui communiquent assez bien. Et Elixir, typiquement, ils ont rien essayé de réinventer. Ils profitent vachement de ce qui existe, comme la gestion de package. Bon, globalement, ils se sont greffés sur quelque chose que les mecs d'Erlang avaient bien fait. C'est pas une espèce de compétition, et puis c'est non plus pas le CoffeeScript pour Erlang. C'est pas juste une syntaxe un peu différente. C'est vachement plus, c'est vraiment un écosystème, et ils bossent assez bien ensemble. Les serveurs HTTP, il y en a 2 ou 3 actuellement, dont un qui est le plus utilisé qui s'appelle Cowboy. Ils adorent les noms assez fancy pour les packages, c'est aussi assez cool. Et le nombre d'applis, j'en ai aucune idée. Et globalement, j'essaye d'en avoir strictement rien à secouer des nombres d'utilisateurs. Oui, je ne vais pas démarrer un truc sur un projet où il y a 10 personnes derrière, mais qui en ait 10 000 ou 100 000 ou 500 000, je m'en fiche un peu. Globalement, j'ai envie d'un tool où moi je me sens productif, où je sais que la communauté elle est active, et ça me suffit totalement. Je pose cette question surtout quand tu as un client en face de toi, en fait, pour lui expliquer, pour lui donner confiance. Si tu lui dis, ouais, je sais pas, Netflix, un truc qui tombe dessus, c'est. J'ai déjà proposé des trucs relativement, même extrêmement exotiques à des clients. Et globalement, si les clients ils viennent vers moi, c'est qu'ils cherchent une solution à un problème, ils ne cherchent pas une solution technique, ils ne cherchent pas un choix technique. Alors oui, on a certains qui disent « Ah, c'est super votre truc, vous pouvez faire tourner sur IS, puis t'es là, nada !» Tu peux avoir des contraintes comme ça, mais qui sont des contraintes d'environnement. C'est des boîtes où voilà, elles ont des guidelines débiles sur leur truc IT et les mecs ne veulent pas entrer un logiciel qu'ils n'ont pas certifié ou qu'ils n'ont pas un contrat de maintenance, histoire de ne pas se faire cramer leur position. C'est pas le genre de client qui m'intéresse. Je préfère les gens qui disent « Ok, vous avez besoin de ça, vous avez des contraintes telles. » C'est peut-être une solution intéressante pour vous. Un truc qui vient aussi gratuitement avec Phoenix, c'est le WebSocket. Ils ont du WebSocket natif. Et personnellement, ils ont essayé de faire du WebSocket sur Neos pour le back-end, avec juste ne serait-ce que 20 éditeurs qui bossent, et de balancer tout ça. Les ressources serveurs que ça demande, de faire tourner du WebSocket actif sur une appli en PHP, à quelque part, je préfère dire aux clients, ce serait peut-être plus malin d'avoir un truc qui est un peu plus léger sur cette partie et où vous n'avez pas besoin de 200 mégas de RAM pour chaque éditeur qui est sur votre appli. Quand tu as un client qui dit « Ok, j'aurai 200 contributeurs sur mon CMS en permanence », t'hésites un petit peu à activer du WebSocket à donf pour maintenir tes 500-600 connexions up, en sachant que chaque connexion te bouffe 96 mégas de RAM. Donc, ouais. J'essaye. Après, les clients qui préfèrent investir sur 96 mégas de RAM par utilisateur, ils ont droit. Ouais, donc justement, pour déployer ton application, tu as utilisé un des serveurs web de... La distillerie, ils font de la... C'est encore la partie où je suis en mode... Théoriquement, sur notre infrastructure, on n'utilise que du Docker. Donc on utilise Distillery pour builder le binaire de l'application. Puis après, on utilise une Dockerfile pour le packager. Et après, c'est du Docker style pour la release. Je ne me suis pas encore amusé à faire du hot reload. Mais elle n'est pas derrière Reverse Proxy ou un autre serveur HTTP. C'est vraiment... Il est intégré dans l'application.
C'est Le serveur. ton process qui. Tu lances une application et puis c'est Ouais. lui qui répond avec une nouvelle. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours une espèce de tendance à être un peu frileux à ce que je mets en front, donc j'ai toujours un petit Nginx ou un Kali ou quelque chose d'un peu plus, je sais pas, solide, mais du moins en lequel j'ai confiance pour faire le front. Mais j'ai vu qu'il y a des projets qui tournent avec Cowboy en front, ça a l'air de marcher. Donc globalement, on a l'Nginx en front, parce que vu que quand on déploie nos containers, ben, c'est le load balancer qui sort load, et on ne s'embête pas avec ça. On n'aurait pas Docker, je pense qu'on aurait Cowboy en front, quelque part. Et puis, tu parlais de la communauté qui ils ont réussi à prendre les consensus rapidement. Tu pensais parce qu'elle est assez réduite, puis du coup, Elle n'est pas si réduite que ça. Il faut chercher un coup sur YouTube. Il y a un de ces, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces graphes de Git animés. Ils en ont fait un 4 avec Elixir, Phoenix, Ecto. Vous voyez vraiment depuis 2002, je crois, un peu l'activité autour. C'est pas si petit. Ils sont quand même à 250-300 contributeurs sur Elixir, réguliers. C'est plus que ce qu'il y a sur Symfony. En contributeur mensuel qui commit réellement, ça reste quand même un projet qui a une certaine activité et qui a une taille de communauté. Après, je sais pas, j'étais pas là au début. Aucune idée si ça vient du fait qu'ils avaient un espèce de leader charismatique qui a bien réussi, ou alors pas charismatique, mais totalement dictatorial, et qui a dit c'est comme ça que ça se passe et personne n'a participé. Aucune idée. Là, j'ai pas assez je suis pas allé profondément dans la mailing list pour voir si les discussions étaient tendues au moment où ils ont fait ces choix. Mais ayant participé à pas mal de discussions sur des best practices pour des écosystèmes open source, c'est que c'est toujours hyper chaud. C'est un peu de l'ego. Ouais, c'est ma best practice qui est passée. C'est moi qui suis le plus fort. C'est une décision super difficile. Autre question. Bière. Alors, merci.